l'extérieur pendant cette période-là, c'est presque impossible de parler. C'est des nuages de moustiques qui vous attaquent. C'est vrai que pour beaucoup de gens, on n'associe pas nécessairement moustique et arctique chez nous, mais si les gens n'ont pas mis les pieds en Arctique, ils peuvent croire qu'il fait trop froid, mais ils sont très nombreux là-bas, les moustiques. En effet, et Caroline Villeneuve, pardon, qu'on entendait à l'instant, sait de quoi elle parle quand elle dit que des moustiques, il y en a dans le Grand Nord. Depuis 3 ans, en fait, elle fait l'échantillonnage à Kuujjuaq de plusieurs de ces moustiques pour un projet de doctorat. Ce n'est pas nouveau donc pour les Inuits d'entendre qu'il y a des moustiques jusqu'au Nunavik, mais ce qui est plus nouveau, c'est qu'on commence à constater que ces moustiques transportent des virus jusque dans le Nord. Et quel genre, quel type de virus? Des arbovirus, plus précisément, qui sont des agents pathogènes qui peuvent être transmis par les moustiques. Caroline Villeneuve est étudiante au doctorat à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, à Saint-Hyacinthe. Elle fait aussi partie du groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique. Depuis 2018, elle documente donc les espèces de moustiques qui font leur apparition dans le Grand Nord et, en même temps, elle et ses collaborateurs cherchent aussi la trace de virus dont ces moustiques pourraient être des vecteurs. On va commencer par les moustiques eux-mêmes. C'était connu, oui, qu'il y en avait dans le Grand Nord, mais il y a maintenant des espèces qu'on n'avait jamais remarquées là-bas avant. C'est ça. Le projet de Caroline Villeneuve compte 7 sites d'échantillonnage. Outre celui de Kuujjuaq au Nunavik, il y en a aussi 3 au Nunavut, 2 dans les territoires du Nord-Ouest et 1 en Alaska. La collection qu'elle a recueillie jusqu'à présent rassemble de 10 à 15 000 moustiques qu'elle garde congelés dans son laboratoire à Saint-Hyacinthe. Parmi les espèces identifiées dans ces échantillons, il y en a 3 qui étaient déjà documentées comme présentes dans l'Arctique, 3 autres déjà observées, mais plus rarement. Mais il y a aussi 2 autres espèces qui n'avaient jamais été rapportées dans le Grand Nord auparavant. Une qui s'appelle Aedes intrudens et l'autre Aedes abseratus. Ça doit demander quand même toute une logistique d'attraper d'abord ces milliers de moustiques, puis de les ramener à Saint-Hyacinthe pour les identifier. Ben, les attraper, c'est assez simple finalement. Ils servent d'un filet à papillons, puis ils utilisent un aspirateur à insectes spécial pour ensuite les placer dans des pots. Ils les mettent au congélateur pour les tuer, les placent par groupe de 20 dans une boîte de pétri, et puis ils sont transportés par avion. Mais avec toutes ces manipulations, justement, les moustiques risquent de s'abîmer, ce qui peut rendre l'identification compliquée. On a donc eu recours à des tests d'ADN pour confirmer les espèces avec l'aide du Laboratoire national de microbiologie à Winnipeg. Et puis, ben, vous disiez, chez nous, un moustique, ça vient pas seul, très souvent. Ça peut être vecteur de virus. Et ça aussi, ça fait partie des travaux de Caroline Villeneuve. Elle a cherché la trace d'un type de virus en particulier, ceux qu'on appelle les virus du sérogroupe Californie. On n'a pas beaucoup entendu parler de ces virus jusqu'à présent, mais pourtant, ils peuvent être à l'origine de maladies neurologiques, par exemple, semblables à celles qu'on connaît là, associées au virus du Nil occidental. Et le projet de Caroline Villeneuve a permis d'identifier 2 de ces virus dans les moustiques recueillis, le virus Jamestown Canyon et le virus Horseshoe Hare. Et la présence de ces virus du sérogroupe Californie dans le Grand Nord, c'est important de s'y intéresser, rappelle ici Caroline Villeneuve. En fait, c'est en travaillant depuis 3 ans sur ça, c'est que je me suis rendu compte que la majorité des personnes, quand tu parles de moustiques, ils vont jamais associer ça à l'Arctique. Donc, c'est pas quelque chose que les gens, peu seulement ne sont pas intéressés, mais il n'y a pas tant d'études qui ont été faites sur ça. Quand on prend en considération que avec les changements climatiques, il y a de plus en plus d'impact dans l'Arctique. Donc, l'Arctique se réchauffe 3 fois plus rapidement que le reste du monde. C'est vraiment important de prendre en considération que les maladies à transmission vectorielle, comme les virus du groupe Californie, ça va avoir un gros impact éventuellement dans les prochaines années sur les communautés. Oui, parce que si vous parlez de virus gynocomparables au virus du Nil occidental, il faut se protéger des moustiques qui les portent. Et s'il y en a dans le nord, par ailleurs, est-ce que ça veut dire qu'il y en a aussi dans le sud du pays? Bien, ces virus, ils sont présents à travers tout le Canada, en fait. Plus de 200 cas probables recensés de personnes infectées depuis 2006, des dizaines au Québec seulement depuis 3 ans, où la forme sévère de ces infections, d'ailleurs, est devenue une maladie à déclaration obligatoire. On comprend que ces virus du fameux groupe sérogroupe Californie, il faut les avoir à l'œil partout au pays, finalement, pas seulement en Arctique. Pourquoi est-ce que Caroline Villeneuve a choisi de les traquer, elle, là-bas, en milieu nordique? Bien, cet intérêt particulier pour le Nord, m'a-t-elle expliqué, c'est parce que ces virus sont parmi les seuls arbovirus qui peuvent survivre dans un environnement arctique. Qu'est-ce qui est particulier avec les virus des groupes californiens, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle une transmission transovarienne. Donc, pour le cycle de vie du moustique, comment ça fonctionne dans l'Arctique, c'est qu'à la fin de l'été, la
la femelle va pondre, il va y avoir un hiver, puis au printemps, ben, au début de l'été, dans le fond, les œufs vont être là, il va y avoir émergence. Il y a comme juste un cycle de vie, dans le fond, pour les moustiques dans l'Arctique. Et une femelle infectée à la fin de son cycle de vie, quand elle va pondre ses œufs, elle est capable de transmettre les virus du groupe californien dans ses œufs. Donc l'année suivante, quand les œufs vont éclore, les moustiques sont déjà infectés. Donc ils n'ont pas besoin de passer par une étape nettoyenne où ils doivent aller chercher un repas de sang avec un animal infecté. Donc ça augmente les chances de transmission comme ça. Puis ça permet dans le fond au virus de survivre dans l'environnement arctique de cette façon-là. La cueillette d'échantillons de moustiques de Caroline se déroule habituellement vers la fin juillet. Si jamais elle ne pouvait pas se rendre sur place cet été en raison de la pandémie, ses partenaires du centre de recherche du Nunavik prendraient alors le relais. Oui, effectivement, il faut être débrouillard en ces temps. Merci beaucoup, Gino. Au revoir. Vous écoutez Les Années-Lumière avec Sophie-André Blondin et toute l'équipe sur Ici Radio-Canada Première. Si vous voulez trouver des poissons dans un vaste plan d'eau, il n'y a rien de mieux qu'un pêcheur ou qu'un biologiste d'expérience, ou bien un équipement, par exemple, très sophistiqué, des sonars, des détecteurs, non? Eh bien, il y a mieux. En fait, il y a différent. Les oiseaux. Il y a des chercheurs qui installent des caméras au fond de bassin pour recenser les poissons dans le golfe du Saint-Laurent. Ils utilisent ensuite des algorithmes et l'intelligence artificielle pour traiter toutes ces données recueillies avec ces fous caméramans. Pour en discuter, je joins David Pelletier, il est enseignant-chercheur en biologie au Cégep de Rimouski, étudiant en doctorat en biologie à l'Université du Québec à Rimouski. Bonjour, Monsieur Pelletier. Bonjour. Évidemment, il y a deux aspects qui piquent tout de suite la curiosité dans vos travaux, là, d'utiliser les fous de bassin comme caméraman, puis ensuite votre utilisation de l'intelligence artificielle. On va commencer par les fous. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de les mettre à contribution pour étudier l'eau, ce qui se passe sous la surface de l'eau? Oui, mais en fait, vous savez, ça fait je dirais peut-être des centaines d'années, voire des millénaires, que les gens utilisent les oiseaux marins pour localiser les bancs de poissons. Les pêcheurs vikings les utilisaient pour voir, même détecter les endroits où il y avait la côte quand ils partaient en mer pendant un long bout de temps. Donc, je dirais de tout temps, l'être humain a utilisé les oiseaux marins pour avoir de l'information sur les poissons. Nous, ces dernières années, on étudie en fait le fou de bassin sous différents angles, puis on s'est aperçu qu'il y avait des relations très importantes entre le fou de bassin et l'abondance de certains stocks de poissons. Puis on considère le fou de bassin comme étant une sentinelle de la qualité du Saint-Laurent, donc de l'estuaire maritime du golfe du Saint-Laurent. Puis, avec le développement des nouvelles technologies, on utilise des GPS qui permettent de localiser les oiseaux, on utilise des enregistreurs de plongée qui nous permettent de connaître la profondeur de plongée. Et ensuite, depuis l'an passé, dans